So, Rowan, welcome today. In front of the jury who's going to be evaluating your PhD. You will have 45 minutes to present your work. So, as members of the jury today, we have Professor Per Erik Ahlberg from Uppsala University. We have Catherine Boisvert from Curtin University in Adelaide. Dominique Adriaans from the University of Ghent, who cannot be here today, but I'll read his questions for you. And then we have Claire Favre, who is currently at the University of Zurich in Switzerland, but is with us today. And then we have, of course, the members, the advisors, Gaël Clément, Marc Garbin, who you know, and then myself as president of the jury. So, Ron, please go ahead. It's up to you. Present your work. So, dear member of the jury, thank you to be here today for my PhD defense about the morphofunctional study of the perfume of the extant coelacanth latimeria with consideration about the terrestrial process of the vertebrates. For the understanding of everyone, this presentation will be in French, but the slide will be in English. Bonjour à tous, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour ma soutenance de thèse qui porte sur l'étude morphofonctionnelle des nageoires terres du coelacanth actuel latimeria avec des considérations sur les modalités de la terrestrialisation des vertébrés. Cette thèse a été préparée au Muséum d'histoire naturelle au sein de 2 unités de recherche, le Centre de recherche en paléontologie de Paris et l'unité Mécalef, sous l'encadrement de Gaël Clément et de Marc Garbin. Pour la compréhension de tous, cette présentation va être en français, mais les diapos seront en anglais. Donc, le coelacanth est un animal marin à morphologie de type poisson qui appartient au groupe des sarcoptérygiens, ici en bleu. C'est-à-dire, le groupe des coélacanthes se retrouve être le groupe frère du clade regroupant les dipneus et les tétrapodes, c'est-à-dire les vertébrés à membres chiridiens. L'histoire évolutive des coélacanthes est longue puisque les premiers coélacanthes sont apparus dans le registre fossile il y a plus de 410 millions d'années au Dévonien inférieur et ils ont perduré durant tout le reste du Paléozoïque et du Mésozoïque pour disparaître du registre fossile il y a environ 70 millions d'années. Le groupe des coélacanthes présente une grande diversité puisqu'il retrouve une grande variabilité en termes de forme et de taille ainsi qu'une grande variabilité écologique. Et pour l'instant, plus de 100 espèces ont été décrites dans le registre fossile. De nos jours, un seul genre de coelacanth est connu, le genre Latimeria, qui regroupe 2 espèces. L'espèce Latimeria calignae, qui est présente dans tout le canal du Mozambique, depuis le Kenya jusqu'en Afrique du Sud, et qui a été découverte en 1938, et l'espèce Latimeria menadoensis, qui a été découverte plus récemment en 1997 et qui est présente en Indonésie, au large de Sulawesi jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un des caractères qui rapproche le coelacanth des tétrapodes est l'organisation squelettique de ses nageoires. En effet, chez les actinoptérygiens, c'est-à-dire les poissons à nageoires rayonnées, les nageoires ont une articulation de type pluribasal, puisque plusieurs éléments permettent l'articulation entre les rayons des nageoires et les ceintures pectorales et pelviennes, et donc avec le corps. En revanche, chez le coelacanth, les nageoires ont une articulation de type monobasal, puisque un seul élément permet l'articulation entre la nageoire et la ceinture. Ce type d'articulation se retrouve également chez les dipneus et chez les tétrapodes, avec l'articulation de la hanche ou de l'épaule, et constitue une synapomorphie des sarcoptérygiens. L'histoire évolutive des sarcoptérygiens est également marquée par le processus de terrestrialisation des vertébrés avec les tétrapodes. Et cette terrestrialisation, également appelée sortie des os des vertébrés, est associée à de nombreux changements, tant physiologiques que morphologiques. Un de ces caractères associés à la sortie des os des vertébrés est le passage des membres de type nageoire qu'on retrouve chez les coélacanthes et chez les actinoptérygiens aux membres chiridiens. Le coelacanth, de par sa position phylogénétique proche des tétrapodes, a souvent été considéré comme étant un bon modèle pour étudier la sortie des os des vertébrés.
Et lors de la découverte du sélacanthe, on présumait que cet animal ne nageait pas dans les océans, mais marchait au fond de l'eau, ce qui a renforcé l'idée de cette importance pour étudier la sortie des eaux des vertébrés. Même si de nos jours, on sait que le sélacanthe ne marche pas, mais nage bien au fond des océans, il est toujours considéré comme un modèle pour étudier la sortie des eaux des vertébrés et le passage des nageoires aux membres. Cependant, puisqu'on sait qu'il ne marche pas mais qu'il nage, la question de cette thèse a été de savoir si le sélacanthe était bien un bon modèle pour continuer à étudier la sortie des eaux des vertébrés et plus particulièrement le passage nageoire vers pattes. Je me suis donc intéressé dans cette thèse à essayer de répondre à cette question. Pour cela, j'ai fait des études anatomiques, développementales, des études squelettiques et musculaires, ainsi qu'une étude plus globale sur le groupe des sarcoptérygiens en général. Je me suis donc tout d'abord intéressé au développement des nageoires pêches du sélacanthe et à son anatomie, afin de comparer les mécanismes développementaux des nageoires du sélacanthe avec celles des autres vertébrés et comparer les mécanismes afin de voir ce que cela pouvait nous apprendre. Pour pouvoir étudier le développement des nageoires, il a été nécessaire d'avoir une série ontogénétique développementale. Le problème, c'est que contrairement aux autres espèces utilisées en général pour les études développementales, comme le poisson zèbre, l'Aneurevio ou le Dipneus neoceratodus, forsteré, le sélacanthe ne peut pas être maintenu en captivité ni élevé. On ne peut donc pas avoir accès à une série développementale continue. Heureusement pour nous, le sélacanthe est une espèce qui est ovovivipare, c'est-à-dire que la femelle porte au sein de son oviducte les bébés au cours de leur développement. Et la capture de plusieurs femelles laines ont permis d'avoir dans les collections mondiales plusieurs stades développementaux du sélacanthe. Pour pouvoir étudier le développement, j'ai eu l'opportunité d'avoir accès à une série développementale constituée de 5 stades. Un stade précoce de 5 cm de long, un stade un peu plus tardif avec sac vitellin, un sélacanthe avec sac vitellin de 35 cm de long, et un stade plus tardif, proche de la parturition, sans sac vitellin. À ces 3 spécimens prénataux, on a pu ajouter l'unique juvénile jamais pêché, ainsi qu'un stade adulte. Cependant, pour pouvoir étudier l'anatomie interne, il n'a pas été possible de disséquer ces spécimens du fait de la rareté des spécimens prénataux et du juvénile. Donc, pour pouvoir les étudier, nous avons scanné ces spécimens grâce à des méthodes de microtomographie à rayon X, qui scannent synchrotron, ainsi que de l'IRM. Après avoir scanné les spécimens, j'ai pu segmenter les données afin de reconstruire en 3 dimensions le squelette des nageoires du sélacanthe et ainsi comparer l'anatomie des nageoires aux différents stades. Avant de pouvoir présenter les résultats développementaux des nageoires, il me faut parler de l'anatomie des nageoires en elles-mêmes au stade adulte. Les nageoires peuvent être séparées en 2 parties distinctes. La partie ceinture, ici présente ou ici, qui est à l'intérieur du corps de l'animal et qui est immobile, et la partie nageoire à proprement parler, présente ici avec les rayons et le squelette, ainsi que ici. Et ça ne s'est pas vu, je le remets là. Donc ici on a la ceinture et ici on a la nageoire en elle-même, qui, elles, sont mobiles. Au niveau de la ceinture pectorale de l'animal, la ceinture est formée par plusieurs éléments distincts. Tout d'abord, 4 éléments derniers, la clavicule, l'extraplétrum, le plétrum et l'anoplétrum, ainsi qu'un large élément endosquelettique qui présente au stade adulte une ossification superficielle périchondrale au niveau de sa tête articulaire, c'est-à-dire cette partie-là. La ceinture pelvienne, elle, en revanche, n'est formée que d'un seul large élément endosquelettique, très peu ossifié,
mais qui présente dans sa partie antérieure une ossification superficielle qui avait été déjà décrite par Albert en 1992. Contrairement aux ceintures pectorales et pelviennes des tétrapodes, les ceintures pectorales et pelviennes du sélacanthe ne présentent pas une surface articulaire convexe dans lequel viennent s'insérer l'humérus et le fémur, mais des surfaces articulaires concaves qui impliquent un rôle fonctionnel différent. Au niveau de la nageoire à proprement parler, les deux nageoires pectorales et pelviennes présentent une organisation squelettique similaire, puisqu'elles sont toutes les deux formées par l'alignement de quatre gros mésomères, auxquels sont associés des éléments radio-préaxiaux sur le bord d'attaque de la nageoire, ainsi que des éléments post-axiaux uniquement associés avec le quatrième mésomère de la nageoire. Il existe toutefois une différence entre la nageoire pectorale et la nageoire pelvienne, et c'est la présence de cet élément appelé élément radial préaxial 0, qui est uniquement présent au niveau de la nageoire pelvienne du sélacanthe et qui vient en contact avec la ceinture pelvienne, qui s'articule avec la ceinture pelvienne. Au niveau développemental, maintenant, j'ai pu remarquer que la nageoire pectorale du sélacanthe avait un développement plus précoce que la nageoire pelvienne, qui est commun au niveau des vertébrés. Et ainsi, au premier stade de développement de notre série développementale, j'ai pu mettre en évidence que tous les éléments axiaux de la nageoire, c'est-à-dire tous les mésomères, étaient déjà formés à ce stade-là, tandis que du côté préaxial et post-axial de la nageoire, on observait des larges plaques cartilagineuses qui vont se segmenter au cours du développement pour former les différents éléments distaux, préaxiaux et post-axiaux de la nageoire, c'est-à-dire les éléments radio-préaxiaux accessoires, le troisième et le quatrième élément radial préaxial pour la plaque cartilagineuse préaxiale et les éléments post-axiaux accessoires pour la nageoire pectorale, pour le côté post-axial de la nageoire. Au niveau de la nageoire pelvienne, c'est un développement un peu plus tardif. Au premier stade de développement, on n'observe pas tous les éléments qu'on a pu observer au niveau de la nageoire pectorale. Et contrairement à ce qu'on observait au niveau de la nageoire pectorale, on n'observe pas de plaques cartilagineuses sur les deux côtés préaxiaux et post-axiaux de la nageoire. De plus, alors que pour la nageoire pectorale, les éléments préaxiaux radio les plus proximaux étaient tous formés au premier stade de développement. Pour la nageoire pelvienne, le deuxième élément radial préaxial, associé au troisième mésomère, n'était pas formé. En revanche, ce que j'ai pu observer, c'était la présence d'une excroissance au niveau de du mésomère associé, donc le troisième mésomère, qui va se fragmenter au cours du développement pour former les éléments radio-préaxiaux 2. Je reviens maintenant sur le caractère monobasal des nageoires du sélacanthe. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des synapomorphies des sarcoptérygiens est la présence d'une articulation de type monobasal, avec un seul élément qui permet l'articulation entre la nageoire et le corps de l'animal. On peut observer très bien au niveau de la nageoire pectorale, ainsi que des membres des tétrapodes ou des nageoires pectorales pelviennes du dipneus. En revanche, au niveau de la nageoire pelvienne du sélacanthe, comme je l'ai dit, il y a un élément surnuméraire, appelé préaxial radial numéro 0, qui s'articule avec la ceinture pelvienne du sélacanthe et qui semble remettre en cause la notion du caractère articulation de type monobasal comme synapomorphie des sarcoptérygiens. Je me suis donc posé la question de savoir quelle était l'origine de cet élément. Est-ce qu'il s'agissait d'un élément propre au sélacanthe, une synapomorphie, ou s'il s'agissait d'un élément ancestral, plésiomorphe, hérité de l'ancêtre commun entre les actinoptérygiens et les sarcoptérygiens. Lorsqu'on revient au niveau du développement des éléments radio-préaxiaux
du sélacanthe, au niveau de la nageoire pectorale, on peut observer que ceci se forme par la fragmentation du mésomère dans sa partie latéraux-distale. Il s'agit d'un mécanisme développemental de ces éléments qui se retrouve également chez les dipneutes, puisque les éléments radio-préaxiaux se forment également à partir de la partie distale du mésomère. En revanche, pour la nageoire pelvienne du sélacanthe, ces éléments ne se forment pas dans la partie distale du mésomère, mais bien dans sa partie proximo-latérale, qui semble induire des mécanismes développementaux différents entre la nageoire pectorale et la nageoire pelvienne. Cependant, les nageoires pectorales et pelviennes chez les vertébrés sont considérées comme étant des homologues sériels. Et il m'a semblé étrange que deux mécanismes développementaux différents se mettent en place, soient présents pour mettre en place les différents éléments de la nageoire. Mais lorsqu'on regarde un peu plus attentivement la morphologie des mésomères, c'est-à-dire les éléments axiaux de la nageoire, lorsqu'on regarde plus attentivement leur morphologie, on remarque que pour la nageoire pectorale, ces éléments sont plus ou moins allongés, alors que pour la nageoire pelvienne, ces éléments sont plus courts et de forme arquée. On peut en déduire dès lors que c'est la morphologie particulière des mésomères de la nageoire pelvienne, sa forme arquée, qui ont amené au cours du développement les éléments radiaux à se former dans la partie proximo-latérale du mésomère et non dans sa partie distale. Et également, c'est ce qui aurait permis le contact entre l'élément radial préaxial 0 de la nageoire pelvienne, qui aurait permis son contact avec la ceinture pelvienne. Dès lors, on peut supposer que cet élément surnuméraire de la nageoire pelvienne serait en fait l'homologue stadial de l'élément radial préaxial 1 de la nageoire pectorale. Et ainsi, on peut en déduire que ceci ne remet pas en cause la synapomorphie des sarcoptérygiens, mais que cet élément constitue bien une synapomorphie propre au sélacanthe du fait de la morphologie particulière de ces mésomères. Je me suis ensuite intéressé à l'impact de cet élément sur la mobilité des nageoires. Quel était son impact? Pour cela, à partir de nageoires qui avaient été disséquées, des nageoires pectorales et une nageoire pelvienne, j'ai pu mesurer la mobilité des éléments suivant les trois axes de la nageoire afin de calculer l'angle qui était permis selon les trois axes pour calculer la mobilité. Et il est ressorti de ces études que la nageoire pelvienne, ici en vert, présentait bien une mobilité bien moins importante que la nageoire pectorale. On peut donc conclure que cet élément a bien un impact important sur la mobilité de la nageoire pelvienne. Enfin, les données tomographiques m'ont permis de mettre en évidence que la surface, au niveau de la ceinture pelvienne du sélacanthe, la surface périchondrale ossifiée, qui est présente dans la partie antérieure de la ceinture pelvienne, montre un développement progressif depuis la partie antérieure de la nageoire pour se développer jusqu'à envelopper complètement le processus antérieur de la nageoire, le processus médial et une grande partie du corps principal de la ceinture. Les données tomographiques m'ont également permis de mettre en évidence au niveau de la ceinture pelvienne, associé à cette ossification, un système trabéculaire au stade adulte qui n'est pas présent au précédent stade, ni au niveau de la nageoire de la ceinture pectorale. L'hypothèse que nous avons fait pour déterminer l'origine de ce système trabéculaire a été qu'il permettait de résister aux contraintes musculaires plus importantes qui se développaient sur cette partie de la ceinture pelvienne, plutôt que sur les autres. Et on peut expliquer son absence au niveau de la nageoire pectorale par le fait que la nageoire pectorale est également formée d'éléments dermiques qui sont plus résistants que l'endosquelette peut ossifier et qui permettent donc certainement de résister à des forces plus importantes. Je me suis donc ensuite intéressé à la musculature des nageoires du sélacanthe afin de voir ce que celle-ci pouvait nous apporter comme information fonctionnelle. Il faut savoir que des
dissection avait déjà été réalisée précédemment par Milo Anthony en 1958, mais que celle-ci ne permettait pas d'avoir accès au rôle fonctionnel des muscles, puisque ces dissections n'étaient faites que dans un but de comparaison avec les autres vertébrés, avec les tétrapodes et les poissons au sens général du terme. Or, pour avoir accès au rôle fonctionnel, il était nécessaire de refaire ces dissections afin d'avoir accès à des données telles que la masse musculaire ou la longueur des muscles. Pour ces dissections ont été faites en partenariat avec Alessia Ubi de l'Université de Liège. Et nos résultats nos dissections nous ont permis de mettre en évidence que les nageoires pectorales et pelviennes du sélacanthe présentaient une complexité musculaire plus importante que celle précédemment décrite par Milo et Anthony, puisque pour la nageoire pectorale, Alessia a pu mettre en évidence qu'il y avait 86 muscles présents au niveau de cette nageoire, tandis que pour la nageoire pelvienne, j'ai pu mettre en évidence qu'il y avait 83 muscles différents, à la place des 32 décrits par Milo et Anthony. Que ce soit pour la nageoire pectorale ou la nageoire pelvienne, ces deux nageoires présentent une organisation générale similaire, puisqu'elles sont toutes les deux formées par 3 couches musculaires, 2 couches, une superficielle et une moyenne, qui sont constituées de muscles longitudinaux, qui sont les abducteurs et les adducteurs de la nageoire, tandis que la couche profonde de la nageoire est formée de muscles obliques, les muscles pronateurs et supinateurs. On observe quand même des différences entre les deux nageoires au niveau de leur organisation musculaire, puisque la nageoire pectorale du sélacanthe est formée d'éléments de muscles plus courts qui s'insèrent directement sur les éléments endosquelettiques des nageoires et il y a un nombre de muscles monoarticulaires, c'est-à-dire qui s'insèrent sur 2 éléments osseux adjacents, qui est plus important. Au niveau de la nageoire pelvienne, en revanche, la très grande majorité des muscles sont polyarticulaires, puisqu'ils s'insèrent directement depuis la ceinture pelvienne jusqu'à la base des rayons. Ces 2 organisations musculaires différentes rappellent l'organisation musculaire de 2 groupes de vertébrés différents. En effet, pour la nageoire pectorale, son organisation musculaire avec des muscles qui s'insèrent directement sur les éléments endosquelettiques est similaire en un sens à ce qu'on retrouve chez les tétrapodes et chez les dipneuses, avec des muscles plus courts qui s'insèrent également sur les éléments endosquelettiques. Au niveau de la nageoire pelvienne, en revanche, cette organisation musculaire rappelle celle des actinoptérygiens, chez qui les muscles s'insèrent directement de la ceinture à la base des rayons. Ces 2 organisations musculaires différentes impliqueraient une fonction différente des 2 nageoires. Il a donc été ensuite nécessaire de quantifier l'architecture musculaire afin d'avoir accès à de nouvelles données sur la fonctionnalité, sur le caractère fonctionnel de ces nageoires. Donc, après chaque dissection, après avoir noté précisément l'origine et l'insertion précise de chaque muscle, chacun de ces muscles ont été pesés afin d'avoir accès à leur masse, puis mesurés afin d'avoir accès à la longueur totale du muscle. Ces 2 valeurs nous ont permis de calculer l'ACSA, c'est-à-dire l'aire de section transverse musculaire anatomique du muscle, qui est un proxy afin de déterminer la force développée par le muscle. Et lorsqu'on compare de façon globale la nageoire pectorale et la nageoire pelvienne du sélacanthe, on a pu mettre en évidence que la nageoire pectorale était plus puissante que la nageoire pelvienne, quasiment 2 fois plus puissante. Lors de la locomotion du sélacanthe, cette nageoire pectorale est justement plus active que la nageoire pelvienne, qui semble indiquer donc un rôle plus important pour la locomotion. Cependant, les observations réalisées par Fricke et ses collaborateurs depuis 1991 ont montré que la principale force propulsive du sélacanthe
ne sont pas ces nageoires pectorales et pelviennes, mais bien ces nageoires médianes, anales et secondes dorsales. Je me suis ensuite intéressé aux contraintes musculaires exercées spécifiquement sur la ceinture pelvienne du sélacanthe afin de comprendre quelle était l'origine du système trabéculaire et s'il permettait bien de résister à des contraintes musculaires plus importantes, comme je l'avais supposé précédemment. Et lorsque j'ai calculé sur les différentes parties de la nageoire les forces qui s'exerçaient sur ces différentes parties, j'ai pu mettre en évidence que sur les parties ossifiées de la nageoire, les forces étaient bien plus puissantes que sur les autres parties peu ossifiées de la nageoire. Ce qui semble donc renforcer l'hypothèse que j'avais émise sur l'intérêt de ce système trabéculaire. Ainsi, avec ces dissections musculaires, j'ai pu mettre en évidence que la ceinture pelvienne du sélacanthe son système trabéculaire permettait bien de résister à des forces plus importantes, ainsi que les nageoires pectorales étaient plus puissantes que les nageoires pelviennes, ce qui est un caractère qui est commun chez les actinoptérygiens. Je me suis donc ensuite intéressé à l'évolution de l'architecture musculaire chez les vertébrés durant les processus de terrestrialisation afin de voir comment celle-ci évoluait. En effet, comme je l'ai dit précédemment, au cours de la sortie des os des vertébrés, on observe au niveau des membres un changement pour des membres de type nageoire vers des membres péléviens. Dans le registre fossile, ce changement anatomique est associé également à un changement global de la taille générale du membre, avec une croissance plus importante au niveau du membre postérieur, du membre pelvien par rapport au membre pectoral. Et cette croissance différentielle entre les deux membres pectoraux et pelviens chez les tétrapodomorphes a été associée à un changement locomoteur pour une propulsion de type postérieur chez les tétrapodes. Cependant, cette hypothèse n'a été faite que sur des données fossiles et n'a jamais été testée d'un point de vue musculaire. Et qui constitue quand même la force générale, des éléments qui forment la force de propulsion. J'ai donc décidé de faire de nouvelles dissections, en plus du sélacanthe, afin d'étudier la question. Pour disséquer des éléments des actinoptérygiens, le polyptère, les surgeons accidentaires et le bar sauvage Picentrarchus. Ces trois spécimens, ainsi que le sélacanthe, ont été regroupés en un seul groupe, le groupe des poissons, du fait de leur morphologie et de leur mode de vie aquatique. J'ai également disséqué des tétrapodes, une salamandre aquatique Necturus, un alligator, un lézard Tegus salvator, ainsi que deux mammifères, la loutre et le Gallictis, louton, et afin de comparer leur architecture musculaire. Et en refaisant de la même façon que j'ai calculé les forces qui étaient développées par les membres chez le sélacanthe tout seul, j'ai également effectué les mêmes manœuvres en pesant les muscles au cours de la dissection et en mesurant leur longueur, afin d'avoir accès aux forces que ces muscles déployaient. Et j'ai pu mettre en évidence, au cours de la sortie des os des vertébrés, qu'au niveau de la nageoire pectorale du sélacanthe, que chez les actinoptérygiens et le sélacanthe, les nageoires pectorales étaient bien plus puissantes que les nageoires pelviennes, tandis que chez les tétrapodes, on observe l'inverse, avec des nageoires pectorales, avec des membres antérieurs qui ont qui développent une force moins importante que les membres pelviens, ce qui impliquerait donc bien un changement locomoteur avec la sortie des os des vertébrés pour le passage vers une propulsion,
à la place d'une locomotion plus axée sur l'ondulation latérale du corps et l'utilisation des membres antérieurs chez les poissons. Cependant, il s'agit pour l'instant encore que d'une étude préliminaire et il sera nécessaire de rajouter d'autres spécimens afin de compléter le jeu de données, comme le Dipneus neoceratodus, qui constitue le troisième groupe de sarcoptérygiens encore présent actuellement et qui permettra de comparer son anatomie avec celle du sélacanthe et des tétrapodes, ainsi que des tétrapodes qui présentent des caractéristiques de changement de milieu différents, comme une salamandre terrestre ou un lézard aquatique, et enfin d'autres actinoptérygiens, comme le périophthalme, qui constitue un actinoptérygien montrant des caractéristiques de terrestrialisation, puisqu'il est capable d'aller sur la terre ferme pour marcher, en quelque sorte. L'étude de ce spécimen, ajouter des spécimens comme le périophthalme, permettront également de comparer les processus de terrestrialisation, en quelque sorte, entre les tétrapodes et les actinoptérygiens, et ainsi voir si on observe les mêmes processus ou s'il s'agit chez les tétrapodes, les caractéristiques qu'on a pu observer au niveau de la musculature étaient liées en partie au groupe, une synapomorphie du groupe. Ainsi, au cours de cette thèse, j'ai pu mettre en évidence que les nageoires pectorales et pelviennes du sélacanthe montraient un développement des éléments radiaux similaires à ce qu'on observe chez le Dipneus, mais également que l'élément radial surnuméraire, ici en vert, présent au niveau de la nageoire pelvienne, ne constitue pas un caractère ancestral du sélacanthe et des actinoptérygiens, mais constitue bien une synapomorphie, un caractère spécifique au sélacanthe, lié à la morphologie particulière des ménomères de la nageoire pelvienne. J'ai également pu mettre en évidence, à l'aide des données tomographiques, uniquement au niveau de la nageoire pelvienne, au niveau de la ceinture pelvienne, un système trabéculaire qui permet de renforcer la ceinture pour résister aux contraintes musculaires plus importantes exercées sur les parties associées. Avec l'étude de la musculature du sélacanthe, j'ai pu mettre en évidence, on a pu mettre en évidence que les nageoires pectorales et pelviennes du sélacanthe avaient une organisation musculaire plus complexe que précédemment décrite, avec une nageoire pectorale qui est plus forte que la nageoire pelvienne, ce qui est un caractère qui se retrouve également chez les actinoptérygiens. Et enfin, l'étude de l'évolution de l'architecture musculaire chez les vertébrés ont permis de confirmer l'hypothèse d'un changement locomoteur au cours de la sortie des os des vertébrés qui a été observé au niveau du registre fossile. Il sera intéressant de compléter ce jeu de données avec l'étude des nageoires anales et secondes dorsales du sélacanthe, qui, comme je l'ai dit précédemment, semblent être les principales forces de locomotion du sélacanthe. Tout d'abord, il sera intéressant donc d'étudier leur développement, qui nous permettra tout d'abord de comparer et de compléter notre jeu de données sur le développement des membres chez le sélacanthe, puisque le développement des membres se fait toujours au niveau distal et postérieur de l'animal est toujours plus tardif qu'au niveau antérieur. On aura donc accès à de nouvelles données plus précoces. Ainsi, il sera également intéressant donc d'étudier la musculature de ces nageoires afin de, comme pour les nageoires pectorales et pelviennes, d'avoir accès aux forces développées par ces nageoires et de savoir quelle peut être la force propulsive développée par ces nageoires pour la locomotion du sélacanthe. Enfin, grâce à des vidéos qui ont été obtenues lors de la mission Gombessa en 2013, on pourra étudier la locomotion du sélacanthe dans son milieu naturel à l'aide des vidéos tournées et d'avoir accès tant à la mobilité des différentes nageoires de façon précise et également à la coordination de ces nageoires, des différents groupes de nageoires entre elles
afin de voir quels sont les mécanismes utilisés lors de la locomotion, de coordination. Enfin, il sera intéressant d'étudier l'évolution de la mobilité articulaire chez les sarcoptérygiens durant la sortie des os des vertébrés. Une étude préalable précédente a déjà été faite par Stéphanie Pierce et ses collaborateurs, mais celle-ci prenait en compte uniquement les tétrapodes et les tétrapodomorphes les plus proches des tétrapodes, comme dont Ichthyostrega. Et cette étude de la mobilité avait été faite sur des données 3D qui ne prenaient pas en compte les ligaments. Avec nos dissections, on peut avoir accès à la mobilité des membres en présence des ligaments qui contraignent l'articulation et qui seront donc intéressants pour compléter les résultats obtenus par Stéphanie Pierre et ses collaborateurs. Enfin, il sera intéressant d'étudier la mobilité, il sera intéressant d'étudier l'anatomie de l'endosquelette des nageoires chez les sélacantes fossiles. Le problème, c'est qu'un seul sélacanthe fossile, pour l'instant connu, est connu avec de préserver l'endosquelette de ses nageoires. Il s'agit de l'Oggia groenlandica qui est présent qui a été découverte au Groenland. Et une étude préliminaire faite en partenariat en collaboration avec Sophie Sanchez de l'Université d'Uppsala, ont permis de mettre en évidence, grâce à des données de synchrotron, la présence d'un système trabéculaire à l'intérieur des éléments endosquelettiques des nageoires, qui n'est pas présenté ici en rouge et en bleu, qui ne sont ces éléments ce système trabéculaire qui n'est pas présent au niveau des mésomères, ni des éléments radiaux des nageoires pectorales et pelviennes du sélacanthe, du fait de leur caractère peu ossifié. L'étude de ce système trabéculaire permettra donc également d'étudier l'ossification des nageoires chez ce sélacanthe fossile et de le comparer avec l'ossification présente chez des sarcoptérygiens et de pouvoir comparer les processus au cours de l'évolution des sarcoptérygiens. Je tiens à remercier pour cette thèse tout d'abord mes encadrants, Gaël et Marc, qui ont été là pour m'aider. Je tiens également à remercier Anthony Aurel, qui m'a très fortement aidé pour tout ce qui est touché au caractère anatomique, musculaire, et sans qui mes dissections n'auraient pas été aussi bien. Je remercie toutes les personnes qui ont permis que cette thèse se passe au mieux et me permettent d'avoir tous les résultats que j'ai pu obtenir. Les personnes qui nous ont permis d'avoir accès aux spécimens et toutes les personnes qui ont permis d'avoir l'acquisition des données, ainsi que tous mes collègues et membres des laboratoires Mercadev et CR2P qui ont été là quand il le fallait, ainsi que toute ma famille et mes amis. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Ron. Après délibération, le jury tient à te féliciter, Rohan, pour la qualité du travail fait. Le jury dit que la thèse était vraiment d'un très haut niveau, même si on ne donne pas officiellement des grades, ça mériterait vraiment un grade de plus haut niveau, c'est vraiment une très bonne qualité. Et donc le jury est très content d'accorder le grade de docteur, deuxième d'histoire naturelle. Félicitations. Merci beaucoup. Et c'est bien mérité. Merci beaucoup à tous. Je vous remercie d'avoir accepté en tant qu'encadrant et puis même d'avoir accepté de faire partie de mon jury. C'est un honneur de vous avoir eu dans mon jury. J'espère pouvoir continuer à travailler avec vous encore après pendant longtemps. Ben, nous aussi.